la deuxième partie de ce cours, nous allons aborder l'enquête étiologique face à une hémorragie sous-arachnoïdienne et la prise en charge thérapeutique. Vous devrez saisir le caractère urgent de la prise en charge et les traitements initiaux à mettre en place. Le Dr Muller et moi-même n'avons aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Nous commencerons ce cours par quelle est l'enquête étiologique à réaliser et quelle est la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë et à la phase tardive. Quelle enquête étiologique à réaliser face à une hémorragie sous-arachnoïdienne? L'HSA post-traumatique est souvent de diagnostic aisé, survenant dans un contexte connu de traumatisme crânien ou de polytraumatisme. Il faut se méfier de certaines HSA spontanées pouvant entraîner un malaise à l'origine d'un traumatisme. Sur la TDM cérébrale, les HSA post-traumatiques sont généralement de faible abondance et localisés au niveau des sillons corticaux. On retrouve souvent d'autres lésions post-traumatiques comme des hématomes sous- ou extraduraux, des contusions cérébrales ou des fractures du crâne. Sur ce scanner cérébral, on observe une hémorragie sous-arachnoïdienne prédominant dans les sillons corticaux gauche et la vallée sylvienne gauche, associée à des stigmates de traumatisme à type de contusion temporale gauche et de céphalématome pariétal droit. Les HSA spontanés sont dans la grande majorité des cas liés à la rupture d'un anévrisme intracrânien. Il s'agit alors d'anévrismes sacciformes localisés généralement au niveau des bifurcations des artères intracrâniennes. Par ordre de fréquence, sur l'artère communicante antérieure, la terminaison de l'artère carotide interne, l'artère communicante postérieure, les artères cérébrales moyennes et la terminaison du tronc basilaire. La croissance de ces anévrismes est favorisée par le tabagisme et l'hypertension. Leur rupture peut être liée à une poussée hypertensive. Les autres étiologies, plus rares, sont les autres malformations vasculaires, comme les malformations artério-veineuses, les cavernomes ou les fistules, les traitements antithrombotiques ou les tumeurs cérébrales. Parfois, on ne retrouve aucune cause, en particulier dans les hémorragies dites périmésencéphaliques, où le saignement est localisé dans la citerne interpédonculaire. Quelle prise en charge thérapeutique doit être mise en place à la phase aiguë et à la phase subaiguë d'une hémorragie sous-arachnoïdienne? La prise en charge initiale passe par des mesures symptomatiques dans l'attente de la prise en charge de la lésion causale. Le contrôle de la pression artérielle est indispensable. Il est recommandé de maintenir une pression artérielle systolique inférieure à 160 mm de mercure avant l'exclusion de l'anévrisme. La prévention des axos doit rapidement être mise en place, associant un contrôle de l'oxygénation, de la capnie, un contrôle de la glycémie, de la natrémie, de la température et du taux d'hémoglobine. Il faut d'emblée prendre en charge les céphalées, souvent intenses et réfractaires. Il convient de maintenir les patients au calme et dans l'obscurité et de débuter un traitement antalgique, souvent par des paliers 3. La prévention des complications veineuses thromboemboliques associe des compressions intermittentes, puis une anticoagulation préventive dès que l'anévrisme est exclu. Au cours de la prise en charge, les complications précoces sont fréquentes. La première à redouter est un ressaignement, d'autant plus que la gravité est plus sévère que le saignement initial. Celui-ci survient surtout dans les 24 premières heures après l'ictus. La prévention passe par un contrôle strict de la pression artérielle et surtout l'exclusion la plus précoce possible de l'anévrisme responsable. Les autres complications possibles sont les poussées d'hypertension intracrânienne. Les principales causes sont alors le saignement massif dans les espaces sous-arachnoïdiens. Le traitement est alors médical reposant sur la sédation voire l'osmothérapie. L'hydrocéphalie aiguë liée à un obstacle du sang sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien. Le traitement passe alors par la pose d'une dérivation ventriculaire permettant d'évacuer le LCR. L'existence d'un hématome intraparenchymateux associé, il peut alors exister une indication à une évacuation chirurgicale. On peut également observer des complications extraneurologiques comme des hyponatrémies, des cardiopathies de stress ou des œdèmes pulmonaires. Les complications secondaires sont également fréquentes et justifient la surveillance des patients en milieu spécialisé pendant un certain temps. L'ischémie cérébrale retardée est la plus spécifique de ces complications. Elle se traduit par la survenue ou l'aggravation d'un déficit neurologique au décours de la prise en charge initiale. Elle peut être observée chez près de 30% des patients. Sa physiopathologie est complexe, associant la survenue d'un vasospasme des grosses artères intracérébrales, une dysfonction de la microcirculation, la survenue de microthromboses et des phénomènes inflammatoires. La période à risque se situe entre J3 et J14, mais elle peut être observée jusqu'à 3 semaines après le saignement initial.
La prévention se fait par l'administration de nimodipine pendant 21 jours. En cas de dégradation neurologique, le diagnostic d'ischémie cérébrale retardée repose sur la réalisation d'une imagerie cérébrale, angioscanner ou angio-IRM à la recherche d'un vasospasme. Si elle est confirmée, il peut être indiqué de réaliser une artériographie cérébrale en vue de réaliser une angioplastie mécanique ou chimique. Sur ces deux artériographies cérébrales, réalisées à l'admission et à J8 chez un même patient, on identifie facilement un vasospasme sévère de l'axe carotidien gauche. Une autre complication secondaire spécifique est la survenue d'une hydrocéphalie chronique. Elle apparaît quelques semaines après le saignement initial et fait souvent suite à une hydrocéphalie aiguë. Elle est secondaire à un trouble de résorption du liquide céphalorachidien suite au feutrage des granulations de Pacchioni. La triade clinique caractéristique associe troubles de la marche, troubles sphinctériens et troubles cognitifs. Le traitement passe par la pose d'une dérivation chronique du liquide céphalorachidien, souvent une dérivation ventriculo-péritonéale. La prise en charge d'une hémorragie sous-arachnoïdienne est donc une urgence. Il convient d'évoquer rapidement le diagnostic devant toute céphalée ictale en coup de tonnerre. Le diagnostic positif doit rapidement être confirmé par la réalisation d'un scanner, éventuellement une ponction lombaire. Dès le diagnostic confirmé, un avis dans un centre spécialisé est requis pour planifier la prise en charge. Le patient doit ensuite être transféré dans ce centre afin de débuter la prise en charge. Les hémorragies sous-arachnoïdiennes peuvent rapidement se compliquer. Il convient donc de rester vigilant durant toute la prise en charge. Il ne faut pas écarter le diagnostic devant une clinique typique, même si le scanner est normal. D'autres examens comme une IRM cérébrale ou une ponction lombaire sont parfois nécessaires. Un avis dans un centre de compétences associant neurochirurgien, neuroradiologue interventionnel et neuroréanimateur est requis et le patient doit être transféré dans ce centre. Le patient doit rester sous surveillance scopée durant toute la prise en charge. Et à partir de J3, il faut guetter tout nouveau déficit pouvant signer la survenue d'une ischémie cérébrale retardée.